Nous sommes 4 années avant 2020. En ce temps-là, les robots sortaient des laboratoires et envahissaient les usines, les entreprises et même les domiciles. Cette année marquait l'avènement de la robo-humanité, une nouvelle civilisation où les hommes et les robots devront apprendre à vivre, ou plutôt à survivre ensemble. Je vous propose de faire connaissance avec les robots conducteurs. Les constructeurs ont jeté quasiment sur les routes des voitures autonomes. Oui, ils les appellent voitures autonomes tout simplement parce qu'ils ne veulent pas les appeler voitures artificielles. Des voitures autonomes, véritables robots à 4 roues, sans aucune modification des cadres juridiques existants, ni des cadres éthiques. Regardez. Vous êtes dans une cour d'assises. Un jury tétanisé par l'enjeu technologique. À la barre, un officier de police judiciaire présent au moment des faits présente la situation suivante. Vous avez devant vous le schéma, une route, encastrée dans la montagne, une voiture A, sur 2 lignes, divisées par une ligne blanche. Sur la première ligne, la voiture A descend à vitesse normale dans l'habitacle. Une personne, le conducteur. Au kilomètre 7, la voiture B, marquée ici effectivement d'une croix, décide de doubler malgré la ligne blanche, alors que remonte une voiture C, sans conducteur. Les 2 voitures B et C sont face à face. La collision est inévitable. Et pourtant, la voiture C décide de se déporter, fracasse la voiture A, ne laissant aucune chance au conducteur. L'officier de police judiciaire poursuit et dit que l'enquête a montré que l'ordinateur de bord avait programmé la rencontre fatale. Et que les caméras de la voiture C avaient vu 4 personnes dans la voiture B, 1 personne dans la voiture A. L'ordinateur de bord, confondant a priori circulation routière et jeu d'échecs, avait décidé de sacrifier le pion A. 4 vies contre 1, pense chacun des jurés. 4 contre 1. Le président reprend la parole dans ce silence et dit « Qui est responsable ? La mère qui a demandé à la voiture d'aller chercher les enfants au tennis, le père propriétaire de cette voiture, mais qui n'était pas là au moment des faits, le constructeur ou le concepteur de la plateforme d'intelligence artificielle. Ils sont tous présents sur le banc des accusés. Pour permettre au jury de comprendre exactement la situation technique, le président appelle à la barre un expert en robotique. L'expert dit « Cette situation est propre au monde des robots. En effet, les humains ont des capteurs beaucoup trop faibles pour réaliser la situation et leur cerveau biologique est beaucoup trop lent pour pouvoir faire un tel arbitrage et décider d'un suicide intelligent. Non. Après les espoirs des années 80 et les désillusions des années 90, ces capteurs et cette informatique embarquée permettent de doter les robots d'une forme primitive de pensée.
L'avocat de la partie civile et l'avocat général ont la même position. Ils considèrent que le coupable est celui qui a programmé la rencontre fatale. Le meurtrier est celui qui a écrit un code informatique, véritable peine de mort privée. L'avocat de la défense se présente devant tous les jurés. Il les regarde un à un, bien sûr d'un groupe. Il les prend dans ses yeux et leur dit non, non, ils ne sont pas coupables. Voyant bien évidemment l'agressivité de cette position, il se tourne vers le banc de la partie civile et dit « Madame, nous respectons votre chagrin, je respecte votre chagrin, mais le code de loi ne peut pas être un code informatique. Et en l'absence d'un texte spécifique, ils sont innocents. C'est un accident. Décision, acquittement. Acquittement. Ce procès est légèrement en avance de phase. Mais il montre que derrière le caractère anxiogène du développement de la robotique se dissimule le statut juridique des algorithmes. Cerveau en devenir des robots. Laissons les robots conducteurs et examinons maintenant une autre rencontre. Et si vous pensez que cette seconde rencontre sera moins dramatique que la première, vous pouvez rêver. Les hôpitaux. Dans les hôpitaux, on trouve une mixité de robots actifs et de robots passifs. Les robots passifs sont des automates complexes mais maîtrisés par l'homme, alors qu'aujourd'hui, les robots actifs sont capables de diagnostics de très haut niveau et réalisent des opérations de bout en bout, déplaçant le chirurgien de la position de préparateur ou de superviseur. Regardez encore un hôpital privé, service des urgences. Elle arrive en position désespérée. L'infirmière dispatching la regarde, l'écoute. Elle demande un diagnostic pour un cancer particulier en urgence. L'infirmière de dispatching, d'un regard pour l'apaiser, lui demande « Madame, voulez-vous un rendez-vous avec un médecin ou un robot ?» Elle répond bien évidemment agacée « Un médecin !» Couloir 2, porte 7, madame. Et l'infirmière, dans son cerveau, se met à se dire « Pas de chance, erreur, ou les deux. » Parce qu'au couloir numéro 1, Watson était là. Watson, le champion du monde du jeu Jeopardy, qui a battu tous les humains, est aujourd'hui en position de faire des diagnostics de meilleure qualité que ses collègues médecins. Il se trompe une fois sur 10, alors que ses collègues médecins se trompent une fois sur 2. Cela veut dire qu'il vaut mieux, quand on va dans un hôpital privé où se trouve Watson, il vaut mieux être en colloque singulier avec lui plutôt que de voir un médecin. Et lorsqu'on vient dire que l'erreur robot est pas l'erreur médecin, l'erreur humaine, ben oui, c'est vrai. Mais lorsqu'on dit que l'erreur robot, qui est plus rare que ses collègues médecins, est assimilable à un défaut d'une machine, c'est un non-sens. Les robots aujourd'hui sont autonomes parce qu'ils ont la capacité de mobilité, de modifier l'environnement, autonomes parce qu'ils prennent des décisions intelligentes en toute liberté. La Google Car, vous vous rappelez le robot conducteur ? Eh bien, elle a fait des millions de kilomètres sans aucun gardien, n'obéissant qu'à ses seuls algorithmes. De la même manière, elle aurait dû prendre rendez-vous avec Watson. Les hommes sont libres
Et leur liberté a été organisée avec des droits de propriété, des droits de la personnalité, des droits au nom. On a organisé cette liberté par une personnalité juridique générale. Et la personne morale. La personne morale a une personnalité juridique particulière. Bien évidemment, on a adapté la situation. La réclusion criminelle à perpétuité a été transformée en une fermeture de la société, véritable peine de mort économique. Osons. Personne physique, personnalité juridique générale, personne morale, personnalité juridique particulière, personne robot, personnalité juridique singulière. Les robots ne sont pas des objets plus ni des humains moins, c'est une nouvelle espèce. Des robots, on peut les doter de droits. Et si on les dote de droits avec un nom, un prénom, un numéro d'identification, un capital, une assurance, une gouvernance comme pour les personnes morales, alors les robots deviennent sujets de droit et non pas objets de droit. Cette personnalité singulière est telle que on peut voir d'une part la responsabilité, la traçabilité, la dignité. La responsabilité, c'est nécessairement une responsabilité en cascade. Le robot responsable au premier niveau. Ensuite, la plateforme d'intelligence artificielle qui va permettre l'expression de cette intelligence. Puis l'utilisateur, car deux robots entre les mains de deux utilisateurs différents n'aura pas le même comportement, du fait notamment des fonctions d'apprentissage et des fonctions de machine learning. Et ensuite, on en vient bien évidemment au système normal. La traçabilité, on voit bien que le droit des robots et le droit des hommes ne peut pas être pareil. Les humains ont le droit à l'anonymat de leur déplacement. C'est un élément important de l'habeas corpus. Mais les robots, il n'en est pas question. Il faut nécessairement les tracer, une boîte noire qui permettra d'anticiper le régime de responsabilité. Et puis la dignité. Oui, la dignité du robot. Il y a tant d'émotions d'un enfant autiste qui revient à la vie sociale grâce à Nao. Il y a tant d'émotions dans ces personnes âgées qui apprennent à sourire, plutôt à rire parfois avec le robot Fogg, Paro ou encore Nao. Non, les robots doivent être conçus ethic by design. Ils ne doivent pas trahir les robots compagnons, leurs compagnons humains, par exemple en transférant les données à l'étranger. Il y a tant d'intimité dans un robot, de connaissances particulières, parfois même par les signaux faibles, en relation avec d'autres éléments de big data, parce qu'ils sont connectés à l'Internet, ils pourraient interpréter des éléments d'émotion qui me sont propres au plus profond de moi, que j'ai recouvert. Le robot n'a pas le droit de le révéler. Vous voyez que 3 rencontres mène une réflexion. Et aujourd'hui, en 2020, alors que nous aurions dû le faire en 2016, il faut organiser la coopération entre les hommes et les robots. Dans la tradition revisitée des lois d'Isaac Asimov, robot, tu ne porteras pas atteinte à un humain. Robot, tu désobéiras aux humains qui veulent porter atteinte à d'autres humains. Robot, tu seras responsable. Robot, tu agiras avec dignité et tu garderas la trace de tes activités. Robot, tu refuseras de te battre contre d'autres robots. Robot, bienvenue chez les humains. Merci.